Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de La Tribune. Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix. C'est le premier plateau de la journée. Je suis ravie de débuter cette journée avec vous, Alexandre Medvedovski. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du cabinet ESL Rivington. C'est une filiale de l'ADIT et c'est un cabinet qui est spécialisé en intelligence économique. Alors intelligence économique, c'est une notion qui peut sembler à la fois très vague, très vaste aussi. Ça recouvre des questions de géopolitique, des questions économiques bien sûr. On est un peu à la croisée de plusieurs mondes, du lobbying, du monde des affaires, de la politique. Et l'objectif évidemment, c'est d'accompagner les entreprises, puisqu'on est là pour parler des entreprises, et les aider, si je ne me trompe pas, à appréhender un peu le monde et les incertitudes qu'il y a dans ce monde. Exactement, vous avez bien défini notre métier. Ça consiste à aider les dirigeants d'entreprise à connaître leur environnement, à maîtriser leurs risques, à savoir anticiper les problèmes. Et on va, nous, jusqu'aux affaires publiques, à la diplomatie d'affaires, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients pour les aider à faire bouger les lignes, à obtenir et atteindre leurs objectifs, à gagner des marchés, à choisir des partenaires, à s'implanter dans des nouvelles zones géographiques. Donc c'est vraiment une palette de métiers qui permettent à un dirigeant d'entreprise d'y voir plus clair, finalement. Alors les risques politiques et géopolitiques, il y en a évidemment énormément en ce moment, on y reviendra. On est servi, effectivement. Beaucoup de sujets de conversation, presque trop pour la demi-heure qui nous attend. En revanche, je voulais quand même débuter par, on est aux rencontres économiques d'Aix, donc par ce côté un peu économique pour la vie des entreprises. On entend beaucoup dire en ce moment que la France va avoir des problèmes pour se financer dans les prochains mois. Est-ce que la réciproque sera vraie pour les entreprises? Est-ce que les entreprises françaises vont avoir du mal à trouver des investisseurs, notamment à l'étranger? Alors, je ne sais pas si la situation des entreprises françaises est très différente des entreprises d'autres pays développés. On pourra discuter tout à l'heure peut-être des spécificités de la France et de sa situation, de risques politiques bien sûr. Mais le problème du financement des entreprises aujourd'hui, c'est d'abord de trouver de l'argent. Il y en a beaucoup dans le monde. On ne peut pas dire qu'on manque d'argent et de disponibilité d'argent. Il y a le problème des taux d'intérêt qui est un vrai sujet parce qu'il faut que cet argent soit pas trop cher si possible. En ce moment, les taux d'intérêt sont plutôt quand même légèrement à la baisse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. Et puis la troisième chose qui est super importante, c'est qu'il faut que les investisseurs aient confiance dans les entreprises. Et donc il y a une notion de confiance dans les plans d'action, les plans business des différentes entreprises et de leur niveau de valorisation. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a atteint des niveaux de valorisation dans beaucoup de secteurs d'activité, en France et ailleurs, qui sont très élevés et qui font quand même un peu réfléchir et douter les investisseurs. Donc il peut y avoir à un moment donné des problèmes pour que ces investisseurs disent « Ok, on investit dans votre entreprise sur des niveaux de valorisation qui doivent quand même être un peu discutés et remis en cause. » Voilà, donc ça c'est un vrai souci aujourd'hui pour les entreprises dans notre pays, mais plus largement pour toute une série de secteurs d'activité. C'est le niveau des valorisations atteint ces dernières années et qu'il faut un peu douter les marchés. Alors vous disiez qu'il y avait de l'argent dans le monde. On entend ça, on peut penser évidemment à certains types d'acteurs, certaines typologies d'acteurs. Je pense aux fonds souverains, par exemple aux fonds souverains du Golfe, qui ont financé pas mal de secteurs en France ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours aussi actifs? Qu'est-ce qu'il faut pour les séduire, ces fonds souverains, actuellement? Alors, ils ont toujours de l'argent. Un petit peu moins, enfin c'est très lié au cours du pétrole, très clairement, puisque c'est ça qui fonde le niveau et le montant des fonds souverains des pays du Golfe. Mais c'est pas ça le sujet principal aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours de la disponibilité, possibilité, mais on est dans une logique un peu différente dans les pays du Golfe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant c'était des investisseurs financiers, aujourd'hui sont devenus des investisseurs industriels, c'est-à-dire qu'ils disent aux entreprises, nous on n'est pas là pour prendre des tickets chez vous, on veut discuter avec vous de vos plans de développement industriel, on veut que vous investissiez dans nos pays, on veut qu'il y ait des partages de technologies, on veut qu'il y ait une capacité de vos entreprises à nous accompagner dans nos développements logistiques, dans nos développements industriels, dans la vie économique de nos pays. Et ça change complètement la donne, parce qu'avant on allait chercher dans le Golfe des tickets, on leur disait donnez-nous 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, investissez. Aujourd'hui, regarde ça de façon vraiment différente. Il faut que les entreprises françaises aient conscience de ça, parce que ça nécessite une approche complètement différente par rapport à celle qu'on a pu avoir ces dernières années. Et donc un changement des attentes du côté des investisseurs. C'est intéressant ce que vous venez de dire.
Et il faudra d'autant plus conjuguer ça avec un changement, en tout cas on peut l'imaginer, de contexte un peu plus global des échanges, de la mondialisation, de la politique internationale. Et là, je pense à un autre grand acteur qui sont évidemment les États-Unis, avec en ligne de mire les élections qui auront lieu à l'automne. Si Trump est élu président, est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise de la politique économique un peu protectionniste qui est très en soutien des économies américaines qu'il avait pu avoir au cours de son premier mandat? À quel point est-ce que ce sera réplicable dans le contexte aujourd'hui? À quel point en fait ça va avoir des répercussions sur nos entreprises? Alors ça changera sûrement beaucoup de choses. Il faut savoir quand même que l'économie américaine se porte remarquablement bien et qu'il faut le porter au crédit de la présidence de Joe Biden. C'est assez injuste d'ailleurs, hein, du point de vue des C'est Américains. compliqué pour lui en ce moment. Donc c'est évidemment très compliqué pour lui, mais l'économie américaine se porte très bien. Si l'élection américaine se jouait uniquement sur les résultats économiques des États-Unis, Joe Biden devrait être élu. Bon, ça ne sera pas le cas. Je ne sais même pas au moment où on parle s'il sera candidat, parce que sa candidature est très remise en cause. Ce qu'on peut attendre de l'élection de Trump, c'est des changements géostratégiques profonds, parce que la politique de Trump est une politique complètement différente de celle de l'administration démocrate et de Joe Biden, ça c'est sûr. Donc dans le Golfe, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc on peut attendre des changements importants. Et sur le plan économique, ce qui est sûr et certain, c'est que Donald Trump a été un président combattant pour les entreprises américaines et pour l'économie américaine. Et donc il y aura de toute évidence un très fort soutien des États-Unis pour ces entreprises. Et donc ça peut se faire de façon offensive, évidemment, dans la conquête de marché, dans la défense des intérêts américains, dans la volonté de faire plier des concurrents. Et ça peut se faire, évidemment, aussi de façon défensive. Mais l'arme défensive, il faut reconnaître que Trump l'a souvent pris en contrepoint d'entreprises européennes qu'il considérait comme étant trop soutenues et trop aidées, en disant si vous faites ça en Europe, nous on prendra des mesures de rétorsion extrêmement vives contre vos entreprises sur le marché américain. Donc on peut s'attendre effectivement à toute cette palette d'interventions économiques avec une administration dirigée par Donald Trump, s'il est élu. S'il est élu, absolument. Mais alors, quelle est notre marge de manœuvre en Europe? Parce que nous aussi, on vient de renouveler nos institutions européennes. Donc, vous le disiez, il y a un jeu de balancier qui est assez complexe entre attaque et défense. Quelle orientation devrait avoir notre Europe et qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? Qu'est-ce qu'attendent les entreprises pour peut-être plus de protection? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut qu'elle soit soudée, et c'est quand même le problème principal, hein, c'est-à-dire que c'est pas facile de fonctionner à 27. On voit bien que les institutions européennes sont complexes, lourdes, difficiles de trouver des consensus, difficiles de se mettre d'accord sur tout. Donc, c'est quand même très important. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait une vision stratégique et des politiques stratégiques. On en a dans un certain nombre de domaines. Je pense qu'on a la chance d'avoir eu ces dernières années Thierry Breton comme commissaire européen qui a impulsé toute une série de choses dans le domaine industriel, dans le domaine de la production industrielle, dans le domaine spatial, dans le domaine de l'aéronautique, même dans le domaine de l'automobile. Et il faut que l'Europe n'ait pas peur d'elle-même et de sa force, parce que quand on est tous ensemble rassemblés, quand on est 27, on est puissant et on a capacité à mener des rapports de force et des batailles avec la Chine, avec les États-Unis, avec d'autres parties du monde. Là, on vient de prendre des décisions, par exemple, assez fortes sur le problème sur l'importation de véhicules électriques, en taxant lourdement les importations de véhicules électriques chinois. Évidemment, ça fait un peu peur aux Allemands qui se disent « Mon Dieu, mais nous, on exporte beaucoup d'automobiles en Chine, est-ce qu'il y aura des mesures de rétorsion ?» Eh bien, il faut en accepter le risque aussi et mener ces rapports de force parce que sinon, l'Europe n'existera pas dans ces batailles géostratégiques internationales. Oui, parce que les secteurs que vous citiez, spatial, énergie, c'est des secteurs où les Américains sont très puissants. Donc, Très puissants, en avance souvent, mais où on n'a pas encore perdu toutes les batailles technologiques. Donc ça veut dire que, par exemple, dans le domaine spatial, qui est un secteur extrêmement stratégique pour l'avenir, il faut absolument avoir une vision européenne, une politique européenne, de mettre un peu d'accord tout le monde. Hein. Il y a un peu de tirage entre les Français, avec Ariane, les Italiens, les Allemands. Et donc il faut de la coopération, il faut de l'entente, il faut des consortiums, il faut qu'on se mette d'accord. Et c'est ce qu'essaye d'impulser la Commission européenne. Elle fait plutôt du bon boulot de ce point de vue-là. Et je voulais revenir sur, vous avez mentionné évidemment le conflit en Ukraine tout à l'heure, je voulais revenir sur cette montée des risques géopolitiques sans forcément rebalayer toutes les causes des conflits. On voit en revanche une montée de ces conflits un peu partout dans le monde. Est-ce que ça doit changer
la façon dont les entreprises se projettent dans l'avenir, la façon dont elles mesurent leurs risques, et est-ce qu'en fait il va falloir qu'on évolue vers des politiques de potentialité de retrait de ces pays, d'être toujours prêt à repartir parce que finalement ça peut s'embraser et qu'il va falloir quitter un endroit du globe, quitter un pays de manière non pas précipitée mais anticipée? Alors, je crois qu'il n'y a pas de solution générale et miracle et une attitude générale que doivent avoir les entreprises. Je vous prends un exemple. Il y a aujourd'hui des entreprises qui ont décidé, pour des raisons liées au risque, liées à une volonté de se concentrer sur les marchés les plus importants pour elles, de quitter l'Afrique ou de se désintéresser de l'Afrique, considérant qu'il y a trop de risques. Et puis, il y a des entreprises qui sont présentes en Afrique. Je pense à Orange, par exemple, qui est présent dans une vingtaine de pays en Afrique et qui se porte très bien. C'est l'Afrique qui tire la croissance d'Orange aujourd'hui, beaucoup plus que les marchés matures des pays européens. Donc ça veut dire que pour des entreprises placées sur des marchés différents, sur des secteurs différents, il peut y avoir des choix complètement différents. Ce que je dis simplement par rapport à cela, c'est qu'il faut absolument analyser tous ces risques politiques. Il faut que les entreprises prennent le temps de le faire. Je pense par exemple au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il est évident que la question qui a été posée aux entreprises étrangères de façon globale, c'est de se dire face au régime de sanctions, face à l'attitude des grandes puissances, est-ce qu'il faut qu'on quitte la Russie? Est-ce qu'il faut qu'on y reste? Si on doit partir, comment partir? Ceux qui sont partis de manière précipitée, je pense à Renault ou je pense à la Société Générale, l'ont fait dans des conditions épouvantables. Et d'abord, ça a des conséquences économiques et financières, bien sûr, mais il faut aussi mesurer le fait que ni l'un ni l'autre, ni Renault, ni la Société Générale, ne reviendront en Russie, même lorsque, on peut l'espérer, la paix reviendra, tellement leur départ s'est passé dans des conditions calamiteuses. Et au contraire, au moment où on parle, j'observe que 75% des entreprises étrangères qui étaient présentes en Russie le sont restées. Donc sur 100% des entreprises étrangères, 75% sont toujours en Russie et continuent à exploiter leurs activités en Russie en dépit de tous les régimes de sanctions existants. Donc il faut à chaque fois... On peut rester partout, en fait, c'est ça que vous dites. On peut rester partout à condition de mesurer le risque, de l'encadrer et de réfléchir évidemment aux implications politiques, économiques et financières que ça a pour son activité et sa propre activité. Ceux qui doivent partir et qui sont partis de Russie et qui sont partis intelligemment l'ont fait en anticipant, en discutant et dialoguant avec les autorités du pays, en réfléchissant à la manière de céder leurs actifs dans des conditions économiques qui soient acceptables et surtout en se posant la question de savoir comment est-ce qu'on fait éventuellement pour y revenir dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, si les conditions nous le permettent. Alors je change complètement de zone géographique, mais nous sommes vendredi, élection dimanche, résultat dans la soirée. À quel point, on est vraiment dans l'actu, à quel point est-ce que vous ressentez une inquiétude de la part des entreprises que vous accompagnez sur cette politique française? Il y a une grande inquiétude de tout le monde, des citoyens tout simplement, mais aussi des agents économiques bien sûr, et des entreprises, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient étrangères. On n'aime pas, quand on est entreprise, on n'aime pas le risque, on n'aime pas l'instabilité. Et donc le fait de ne pas savoir plus exactement ce qui va se passer à partir de dimanche est évidemment une inquiétude majeure. On ne sait pas qui va gagner l'élection, on ne sait pas s'il y aura une majorité permettant de gouverner ce pays. Et donc on ne sait pas si à partir de lundi et dans les semaines, dans les 15 jours qui suivent, on va avoir un nouveau gouvernement capable de gérer les affaires de notre pays. Donc évidemment, pour les entreprises, c'est facteur d'inquiétude. Et dans un cabinet comme le nôtre, on passe notre temps à essayer d'envisager les scénarios possibles, à essayer de préparer les entreprises à ces différents scénarios et surtout être capable d'enclencher, nous très vite, aux côtés de nos clients pour défendre leurs intérêts, défendre les politiques qu'ils essayent d'impulser ou en tout cas d'aider à mettre en place dans notre pays, dont on peut avoir besoin, c'est vrai, dans le domaine de la consommation, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du logement. Donc il y a énormément, évidemment, de choses qui peuvent varier en fonction des scénarios que l'on aura demain. Donc il faut absolument s'y préparer. Mais j'insiste sur le fait qu'il fallait s'y préparer aussi un peu avant. Moi, je suis très frappé de voir, permettez-moi de le dire, je viens très régulièrement aux rencontres économiques d'Aix, je vis au milieu des chefs d'entreprise. Moi, ça fait de longs mois, plusieurs années même, que j'explique à un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont nos clients
qu'on ne peut pas négliger des parties entières de la classe politique française en refusant de les voir, en refusant de les traiter, en refusant de leur expliquer. Et je pense que la vertu de ça, c'est pas de la complaisance, c'est pas de la compromission, c'est que d'abord ça permet d'expliquer aux responsables politiques de tous les bords politiques, y compris des extrêmes, ce que c'est que l'économie, ce que sont la vie des entreprises, ce qu'il faut faire dans un secteur d'activité. Il vaut mieux le faire 2 ans avant une élection que de se précipiter entre les 2 tours d'élection pour dire « Ouh là là, maintenant il faudrait absolument que je rencontre des responsables politiques que j'ai refusé de voir depuis 2 ans ». Parce que là, ce que vous dites, c'est qu'à partir de lundi, potentiellement, et donc dans les semaines qui suivent, quand on aura un gouvernement, il y a des entreprises qui n'ont jamais parlé avec les personnes qui vont diriger la France demain. C'est sûr et certain. Il y en a beaucoup qui ont toujours refusé pour des raisons que je peux comprendre. Ce sont aussi des citoyens, les chefs d'entreprise. Donc je comprends très bien que ça puisse les gêner. Mais en tant que mandataire social d'une entreprise, on a aussi l'intérêt de l'entreprise à défendre. Et je pense que dans toute une série de secteurs d'activité, on aurait peut-être permis à des formations politiques de tenir des discours plus cohérents et plus éclairés si on leur avait expliqué un certain nombre de choses en amont. Et alors maintenant qu'on est le nez dessus, hein, si on peut le dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de telles relations, ça se joue sur des années. Donc lundi, il se passe quoi pour ces entreprises et comment est-ce qu'on tisse ces liens nouveaux? Alors heureusement qu'il y a des gens comme moi et comme mon entreprise, parce que nous, on ne part pas de zéro. On a toujours eu des contacts avec l'ensemble de la classe politique française parce que ça fait partie de notre métier. Donc nous, on est demain capable d'enclencher assez vite des rendez-vous avec les responsables économiques de quelque formation politique que ce soit. Et il faut évidemment y consacrer du temps, des efforts. Et je vous dis, le premier travail qu'on fait avec nos clients aujourd'hui, c'est d'envisager les différents scénarios et de se préparer à tout ce qui est susceptible de se passer demain pour être capable de travailler, nous, dès lundi, avec les nouveaux élus, quels qu'ils soient, et quelle que soit la configuration politique de l'Assemblée nationale. Il y a des secteurs économiques pour lesquels ça va être plus compliqué que d'autres? Alors, je parlais des secteurs et des investisseurs étrangers. C'est évident qu'il y a toute une série d'enjeux. Je pense par exemple à l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, qui est engagée dans des opérations, des grandes manœuvres. Les laboratoires Servier voulant vendre Biogarant, leurs activités génériques. C'est évident que quel que soit le résultat politique des élections dimanche, ça impactera ce deal. Je pense à Sanofi par exemple, qui envisage de vendre ou de séparer en tout cas de ses activités principales la branche des médicaments OTC, donc des médicaments qui n'ont pas besoin de prescription médicale, comme le Doliprane, donc c'est un des médicaments très emblématiques pour les Français. C'est évident que ce type d'intervention et de deal vont être impactés dès le lendemain de l'élection par le nouveau pouvoir politique et des prises de position politiques qui ne manqueront pas d'arriver. Voilà, je prends cet exemple-là parce qu'il est vraiment dans l'actualité du monde de l'entreprise, mais il y en a bien d'autres dans beaucoup de secteurs d'activité. Je pense aux énergies renouvelables. Il y a une formation politique qui aura vraisemblablement, en tout cas, la plus forte représentation à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si elle accédera au gouvernement, mais en tout cas, elle aura la plus forte représentation à l'Assemblée nationale, qui a décidé qu'elle allait arrêter totalement l'implantation d'éoliennes en France. Bon, pour le secteur des énergies renouvelables, c'est évidemment un très gros impact qu'il faut. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on arrivera à les faire changer d'avis? Est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce qu'on peut trouver des moratoires? Est-ce qu'on peut... Voilà, tout ça, ce sont des sujets extrêmement concrets qu'on aura demain sur la table, de toutes les façons, à partir de lundi. Alors on a vu un panorama bien évidemment incomplet, mais autant que possible, un peu de la typologie du contexte et de son évolution en ce moment. Aujourd'hui, d'après vous, quelles doivent être les priorités stratégiques des entreprises? Sur quel type de risque est-ce qu'il faut qu'elles se concentrent là, dans les mois qui viennent, d'ici la fin 2024, en priorité? Je pense évidemment que le suivi de l'actualité du monde de manière générale et de l'impact que ça peut avoir sur les conditions de financement des entreprises, on a commencé notre propos par ça, donc évidemment c'est super important. Je pense que les risques géostratégiques et les affrontements, enfin on a des conflits partout, donc c'est évident que la guerre en Ukraine impacte quand même la vie des entreprises en Europe, que les conflits dans le Golfe, on cherche à éviter à tout prix les embrasements, mais ils peuvent arriver à tout moment, qu'on a une instabilité politique en Afrique qui est préoccupante, que l'élection de Trump peut raviver la tension entre la Chine et les États-Unis, il y a le problème de Taïwan, donc ça peut impacter aussi la zone Pacifique. Donc il faut que les entreprises intègrent tout ça dans leur vision, dans leur réflexion, dans leur stratégie,
Et plus directement chez nous, c'est évident qu'on va rentrer dans une période de toutes les façons compliquée dans la vie politique de notre pays. Et donc, je pense que les entreprises installées en France, qui font une partie de leurs activités dans notre pays, seraient bien inspirées de muscler leur analyse, leur vision et leur préparation aux enjeux politiques de cette année dans notre pays. Merci beaucoup, Alexandre Medvedovski. Vous ouvrez donc cette journée aux rencontres économiques d'Aix, président de ESL Rivington. Merci beaucoup. Bonne journée.